Salut les chroniqueurs, après la Suisse, aujourd'hui on s'attaque à la Belgique. Alors la Belgique, quelle est son histoire, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? On va le voir en 5 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. L'histoire de la Belgique contemporaine commence en 1830, mais prend ses racines dès 1815. Après la défaite de 1815 à la bataille de Waterloo, le congrès de Vienne va décider du sort de la Belgique, qui était alors territoire contrôlé par les Français. La Belgique faisait alors avant partie de la région que l'on appelait les Pays-Bas autrichiens. On décide de former un pays qui sera dirigé par un roi, et cela devra être soumis à un référendum aux Pays-Bas autrichiens, les futurs Belges, et aux anciennes provinces unies, qui deviendront les Pays-Bas. Les provinces unies acceptent ce référendum à l'unanimité, tout simplement parce que c'était tout bénef pour eux, et au sud, il y a aussi une majorité. Mais vous voulez savoir comment? On va faire un petit calcul. Il y a eu 527 votes pour, 280 abstentions, 670 votes contre et 126 votes contre pour motifs religieux. Oui, parce qu'il y avait plein de Belges qui acceptaient pas vraiment de vivre dans un état qui favorisait la pluralité et l'égalité religieuse. Rapport au fait qu'ils étaient vachement cathos, etc. Ce qui nous fait évidemment un résultat de 933 votes pour l'Union contre 670. Je déconne pas, le décompte a vraiment eu lieu comme ça. Donc suite à ce magnifique décompte des voix, la Belgique est donc réunie avec les Pays-Bas en 1815 et jusqu'à 1830 parce qu'il fallait bien que ça pète un moment, faut pas déconner. Suivant l'exemple de la France alors en pleine révolution des Trois Glorieuses, les Belges décident de prendre les armes pour se proclamer indépendants. Les Hollandais cherchent évidemment à garder le contrôle face à certaines insurrections, mais cela ne marche pas car la révolte s'organise et la bourgeoisie finit par prendre le pouvoir. Et un an après, le 21 juillet 1831, Léopold Ier devient le premier roi de Belgique. Et cette journée deviendra donc la fête nationale. Alors évidemment, il y a plein de pays européens, notamment la France avec Talleyrand, qui auraient été bien contents de pouvoir récupérer cette région, mais les Belges ont bien fait comprendre que leur population se soulèverait peu importe l'envahisseur qui viendrait. Donc ils n'ont pas voulu retenter le coup. Surtout au risque de déclencher une nouvelle guerre européenne, faut pas être débile. Après les troubles de l'indépendance, la Belgique va commencer sa révolution industrielle durant la deuxième partie du 19e siècle. Notamment sous le règne de Léopold II entre 1835 et 1909, qui va aussi léguer à la Belgique le Congo. Car en effet, avant d'être roi, Léopold II avait réussi à acheter, grâce à d'habiles manœuvres diplomatiques, grâce à des contrats bien juteux, le territoire qui deviendra la colonie du Congo. Et donc lorsqu'il devient roi, il va léguer cette colonie à son pays tout simplement, ce qui assure à la Belgique quand même une belle place en Afrique. Colonie qui pour de nombreuses raisons va entraîner la mort directe ou indirecte de 5 à 6 millions de personnes. C'est beaucoup. Bref, vient la Première Guerre mondiale où la Belgique va jouer un rôle de première importance que l'on a beaucoup tendance à oublier. En se faisant attaquer par l'armée allemande, le Royaume-Uni va rentrer en guerre pour défendre la neutralité de la Belgique. Neutralité garantie depuis 1831 pour assurer la stabilité du continent. Mais alors que le pays ne devait être balayé qu'en quelques semaines maximum selon les Allemands, la résistance va se faire très forte. Le territoire belge ne sera jamais d'ailleurs complètement abandonné par l'armée et d'importantes victoires ont lieu dans les colonies, notamment face aux colonies allemandes du Cameroun. Et à la fin de la guerre, le pays demande à ne plus être considéré comme un pays neutre, demande des indemnités de guerre et quelques territoires. Mais ne voulant pas être trop sévère avec l'Allemagne, Albert Ier, le nouveau roi de la Belgique, décide d'alléger la peine allemande au congrès de Versailles. Les Belges récupèrent quelques colonies en Afrique qui deviendront le Rwanda et le Burundi, ils récupèrent quelques territoires à l'est et occupent la Ruhr militairement avec les Français. En plus de quelques indemnités de guerre, faut pas déconner. Durant l'entre-deux-guerres, les tensions entre les Flamands et les Wallons vont se faire plus fort et cela va d'ailleurs bien faire chier la politique du pays. Les Belges dans cette opposition ne vont pas savoir s'ils vont se placer en tant que pays neutre, en tant que pays allié avec la France ou allié avec l'Allemagne. Cela va empêcher l'armée de vraiment se moderniser et d'avoir une politique claire face à la menace allemande et française. Léopold III, lui, décide de reprendre une politique de neutralité, mais un peu trop tard, ce qui fait que le pays va quand même être attaqué par l'armée allemande. Et avec des forces militaires qui sont quand même assez moindres. Et entre le rapport déjà pas terrible avec les alliés et l'avancée allemande, Léopold III va devoir considérer son pays comme battu militairement. Et du coup, seule la colonie au Congo va continuer à lutter avec les alliés. D'ailleurs, petite anecdote, les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki ont été créées avec de l'uranium qui vient directement du Congo. Comme quoi les Belges ont eu une importance sur l'histoire assez grande qu'on a tendance à oublier. À la fin de la guerre ressort une polémique que l'on va appeler la question royale. Le roi durant la guerre aura été pas mal controversé et critiqué au niveau international et national selon les décisions qu'il a prises. Une régence s'est assurée entre 1944 et 1950 pendant que le roi est exilé en Suisse. Il ne revient ensuite que pour un an car les troubles politiques le poussent à donner le pouvoir à son fils Baudouin qui devient donc roi en 1951. Les troubles politiques de cette période vont définitivement s'arrêter avec l'indépendance du Congo en 1960
1960. Et la Belgique, comme vous le savez, va petit à petit devenir le cœur de la nouvelle Europe en train de se construire. Car Bruxelles, depuis le début de la CECA, accueille le siège des institutions européennes avec le Luxembourg et Strasbourg. Albert II devient roi en 1993 après la mort de Baudouin, qui va laisser d'importants chagrins en Belgique où il était énormément respecté et apprécié. Ce dernier abdique en 2013 au profit de son fils Philippe, car devenu trop vieux pour gouverner. Et aujourd'hui, la Belgique en est à peu près restée dans cet état des faits. Les gros défis qu'elle traverse aujourd'hui concernent surtout sa politique intérieure. Les tensions entre Wallons et Flamands sont toujours présentes, notamment dues à l'important écart économique, linguistique, culturel, etc. Avec au centre Bruxelles, une capitale qui subit à la fois l'influence des Wallons et des Flamands. Le pays subit le problème de ne plus avoir une importance énorme au niveau international depuis la perte de sa colonie en 1960. En plus d'un conflit intérieur qui aura causé beaucoup de soucis aux Belges durant l'histoire, notamment durant l'entre-deux-guerres. Du coup, quel avenir aura la Belgique? Et ben ça dépendra de la forme que prendra l'État dans les prochaines années. Est-ce que ça deviendra deux pays, un pays très uni, un pays séparé un peu comme les États-Unis? Sous quelle forme ce pays serait mieux? Ben je pense que c'est à vous les Belges de le dire. Sachant que... comment on pourrait juger de notre côté de la frontière? Voilà, c'est la fin de la vidéo, et que tu sois belge ou pas, j'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux toujours t'abonner à la chaîne et nous suivre sur notre page Facebook, et n'oublie pas de laisser le petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes gentil et un peu riche, n'oubliez pas d'aller checker la page Tipeee qui est présente dans la description. Et en attendant, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode dans 5 minutes. Histoire par passion, YouTube pour métier, à bientôt pour de prochaines chroniques historiques.